Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Canal Foot. Au menu ce soir, le tirage au sort de la Coupe du Monde Zone Afrique 2022 et le groupe dont a hérité les protégés de Jamel Belmadi. Nous essayerons de connaître l'avis de nos invités sur ce groupe. Nous reviendrons également et très brièvement sur la débâcle très attendue de nos deux représentants en Champions League. Nous parlerons également des matchs de mise à jour de la Ligue 1, de la reprise du championnat de la Ligue 2. Et pour une fois, nous essayerons de nous attarder un peu sur un métier, celui de manager ou d'agent de joueurs et d'entraîneurs. Tout cela, bien sûr, avec nos invités, à commencer par notre ami Nadir Bouzned, directeur général du Cap Borj Boualeric. Nadir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et bien, je vous remercie pour l'invitation et j'espère qu'on aura une belle émission aujourd'hui. On va débattre des sujets intéressants. Je l'espère aussi. Il y a également avec nous Karim Fortas. Il est justement agent de joueurs et d'entraîneurs. Et nous comptons beaucoup sur vous, Karim, pour nous éclairer un peu sur ce métier, parce qu'on dit tout et n'importe quoi par rapport à un manager de joueurs et d'entraîneurs. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous et très content d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien. Et bien sûr, notre équipe ne peut fonctionner sans notre ami Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Halim. Bonsoir Nadir, que j'ai plaisir à retrouver, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble au niveau de la fédération. Bonsoir Karim et bonsoir notre ami Youbi. Et j'espère que cette émission sera aussi intéressante que les précédentes. Très bien. Et puis le retour de notre ami Mohamed Youbi. Fini la trêve, Mohamed Youbi, fini les vacances. Hein. Il va falloir retrousser les manches et se remettre au travail. Mais bien sûr, c'est le terrain maintenant. Le repos est terminé. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir nos amis téléspectateurs. Très bien. Alors, messieurs, je le disais, hein, on ne peut pas ne pas revenir sur l'événement de la semaine. C'est le tirage au sort, justement, pour le Mondial du Qatar 2022. Le tirage pour la zone Afrique, bien sûr. Et ce groupe dont a hérité l'Algérie, vous le trouvez comment ? Je dirais qu'a priori, nous sommes champions d'Afrique. Nous avons une belle équipe. Et théoriquement, sur le papier, c'est des équipes abordables à la portée de l'équipe, mais restons vigilants. Moi, j'aurais aimé la formule plutôt faire des éliminatoires et aller sur des groupes. Maintenant, faire les groupes et partir sur un match barrage, ça veut dire que c'est pas encore acquis. Donc il faut rester vigilant et bosser. Et je ne doute pas que Belmadi saura faire la formule nécessaire pour qu'on aille en Coupe du Monde. C'est ce qu'on souhaite. Abdelnour, je pense que c'est un tirage au sort assez clément hein, pour nous. Peut-être à part le Burkina Faso qui nous a toujours posé des problèmes, les autres équipes sont à la portée des protégés de Jamel Belmadi. Tout à fait. Mais vous savez, on a l'habitude de dire tout ça avant les matchs, bien sûr. Mais il faut quand même se méfier. Ça ne va pas être des matchs très faciles à jouer, d'autant plus qu'on ne connaît pas du tout Djibouti. Bon, on sait que ce n'est pas une grande équipe au niveau continental, mais il faut toujours se méfier des petites équipes. Aujourd'hui, on l'a vu au niveau des éliminatoires précédentes, il n'y a plus de petites équipes. Donc, il faut bien s'armer pour d'abord passer ce cap-là. Et comme l'a dit Nadir tout à l'heure, ça c'est le cap des groupes. Et puis après, il va y avoir les éliminatoires. Ça va être encore beaucoup plus difficile. Ça va être beaucoup plus difficile parce que, bon, vous qui aviez joué hein, sur les terrains d'Afrique et tout, il est plus difficile de jouer comme ça des éliminatoires en aller-retour que de jouer un tournoi, par exemple, comme celui de la Coupe d'Afrique en Égypte. Bien sûr, c'est tout à fait différent, absolument. Quand on est sur place, on appréhende mieux les matchs, puisqu'on s'habitue d'abord non seulement au climat, on s'habitue un peu au terrain dans lequel on doit jouer. Bon, mais là, jouer en aller-retour aussi, ça a un avantage, puisqu'on reçoit 3 matchs et puis on va 3 matchs à l'extérieur. Bon, pour moi, ce groupe est à notre portée, au départ. Comme il faut toujours se méfier des petites équipes, entre guillemets. Alors, je vous propose d'écouter la réaction du premier concerné, à savoir Jamel Belmadi. C'est une réaction à chaud juste après ce tirage au sort. On l'écoute. Nous y voilà.
voilà le début de l'aventure Coupe du Monde 2022. Donc de ce groupe-là, ce que l'on peut en dire, c'est qu'on a une équipe comme on retrouve le Burkina Faso. Je crois que c'était en qualification de Coupe du Monde 2000 pour la 2014, avec le fameux but de Majid Bouguera qui nous envoie en Coupe du Monde, qui nous envoie au Brésil. Donc on retrouve le Burkina Faso, c'est toujours une équipe, c'est vrai qu'elle a été absente de la dernière édition de Coupe d'Afrique, mais pour avoir parlé à Caboré, un des joueurs, je crois le capitaine de cette équipe, lors de notre rencontre à Marseille, il m'avait expliqué que voilà, ils étaient tombés dans un groupe, je n'ai pas vérifié, mais bon, ça avait l'air d'avoir été une équipe malchanceuse, tombée dans le mauvais groupe, où justement, avec le nombre de points, je crois qu'ils avaient un nombre de points que si on comparait aux autres groupes, c'était largement, normalement, ils devaient passer. En gros, avec le nombre de points qu'ils avaient, tellement le groupe était serré, ils ne sont pas passés de justesse. Donc ça va être le gros morceau, évidemment, chapeau 2, un bon chapeau 2 quand même. Ensuite, il y a le Niger et Djibouti. Donc deux équipes très sincèrement sur lesquelles je n'ai pas un avis bien précis ou des idées bien précises sur ces équipes-là. C'est vraiment dire le contraire. Donc voilà, on a l'ensemble du groupe maintenant. On va pouvoir évidemment se mettre bien au boulot sur justement approfondir nos connaissances par rapport à ces adversaires et ces équipes-là. Voilà. Chaque match sera évidemment une bataille. C'est une qualification de Coupe du Monde qui est au bout, mais voilà, on fait preuve d'optimisme et on va essayer de déployer toutes nos forces et toute notre, si je peux m'exprimer ainsi, savoir-faire pour pouvoir prétendre à être finir premier de ce groupe-là pour déjà passer cette phase-là avant d'arriver au match de barrage. Mais bon, comme je l'ai souvent dit, je le répète, tout le monde est averti, long et compliqué, chaque match aura sa vérité, chaque match aura son histoire et chaque match devrait être préparé de la manière la plus minutieuse possible. On fait aujourd'hui preuve de beaucoup d'humilité, même avec le titre continental que l'on a obtenu. On s'est remis au travail très largement depuis. Et ce titre continental doit être une force pour nous, un atout pour nous et non pas une faiblesse. Notamment en prenant ces matchs-là avec pas l'ambition qui lui est nécessaire ou pas le sérieux qui lui est nécessaire. Donc nous allons évidemment bien travailler sur ces adversaires-là et voilà, nous renforcer, accroître nos forces et réduire nos faiblesses. Voilà, Djamel Belmadi avec toute la sérénité qu'on lui connaît. Alors, messieurs, un avis sur cette nouvelle formule pour se qualifier au mondial pour la zone Afrique. Alors, on a 10 groupes de 4, et puis les premiers se qualifient pour le deuxième tour, et on aura des matchs, on a les retours, je crois, entre les matchs barrages. Les matchs barrages. Les matchs barrages qui sont très très sensibles. Oui. On héritera des meilleurs. Exactement, on va hériter des meilleurs. C'est pour ça que je pense, même si on dit que le groupe est abordable, c'est une manière de préparer justement le match barrage. Oui. On a une qualité de joueurs exceptionnelle, qu'il ne faut pas rater le coche. Seulement, il ne faut pas oublier qu'on est les champions d'Afrique et toutes les équipes vont jouer surmotivées contre l'équipe algérienne. Ouais. Donc ça aussi, c'est à double tranchant, comme on dit. Mais moi, je suis confiant qu'avec Belmadi et le groupe qu'il a entre les mains aujourd'hui, et surtout les jeunes qui rentrent dans un an un peu plus de maturité dans l'équipe, vont pouvoir faire la différence avec des équipes. C'est vrai que le Burkina Faso est connu par l'Algérie, c'est une équipe aussi correcte, mais il ne faut pas aussi se méfier. Se méfier, et comme l'a dit le président de la fédération, il faut respecter les adversaires, que ce soit le Djibouti ou le Niger, et se préparer pour le match barrage. Très bien, alors il y a une déclaration de Djamel Belmadi qui a fait un peu le buzz.
Parce qu'il avait dit que si jamais on allait à la Coupe du Monde, on va partir pour la gagner, cette Coupe du Monde. Alors, ça a fait rire certains, ça a fait réagir d'autres. Est-ce que ce n'est pas un clin d'œil pour les joueurs qui voudraient éventuellement, et là je m'adresse à vous Karim, aux joueurs qui voudraient rejoindre l'équipe nationale? Il avait dit, c'est très difficile de se qualifier à une Coupe du Monde, surtout dans la zone Afrique. Mais si jamais nous nous qualifions, il y a de fortes chances qu'on fasse un bon parcours. Donc, si les gens sont intéressés, il faudrait qu'ils se manifestent dès maintenant, lors de ces qualifications et non pas après. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Kamel Belmadi a bien dit que si on se qualifie, oui, on n'ira pas faire de la figuration. Tout à fait, ça, c'est clair. C'est un coach, moi, le coach Kamel Belmadi, je l'appelle Monsieur 50%. Il est 50% de l'équipe via son discours. Tout à fait. Son discours, il dégage une certaine sérénité, il est à l'aise, il fait comprendre un message. Et moi, franchement, qui dit ça, c'est tout à fait logique, parce que pour aller dans une Coupe du Monde et faire de la figuration, autant rester à la maison. Et c'est un message qu'il lance surtout, entre guillemets, aux Franco-Algériens qui hésitent un peu entre les deux sélections, c'est-à-dire que pour avoir ta place aujourd'hui en équipe nationale, c'est maintenant. Ouais, très bien. Alors, Abdelnour, peut-être un avis sur les autres groupes? Il n'y a pas vraiment de groupe de la mort comme on a l'habitude de les appeler, peut-être sauf... Il y a peut-être sauf la Côte d'Ivoire. Mais logiquement, si on voit sur papier le tirage au sort, évidemment, on serait tenté de dire que les premiers tirés, les groupes, le chapeau A, se qualifieront aisément. Quand on voit Enfin, ils ont plus de chances. J'ai dit sur le papier. Oui. Maintenant, le terrain, ça va être autre chose. Mais moi, ce que je crains, bon, c'est pas tellement cette, c'est les matchs barrages. C'est plus les matchs barrages parce que là, l'Algérie, c'est vrai que il y a 2 ans, on était une équipe quelconque. Aujourd'hui, on est sur le plateau, sur le haut de l'Afrique. Tout le monde va nous attendre au tournant. Tous les matchs vont être très très difficiles à jouer. C'est vrai que maintenant nous avons déjà acquis une certaine maturité dans le jeu avec l'équipe qui a déjà participé à cette Coupe d'Afrique. Mais d'ici l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, il y aura peut-être beaucoup de joueurs qui vont s'arrêter. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont rejoindre notre équipe nationale et il faudrait qu'on soit toujours au même niveau, sinon s'améliorer encore davantage. Donc ça va être très difficile. Mais moi, pour les chapeaux, je dirais que tout comme ça sur papier, les premiers de chaque groupe se qualifieront. Très bien, on verra ça et on suivra ça de très près. De toute façon, on a le temps, puisque les éliminatoires ont été décalés. Donc l'équipe aura peut-être le temps de bien se préparer, notamment avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Ayoubé, vous vouliez dire? Oui, c'est un tirage au sort favorable pour l'équipe nationale. Donc les 4 équipes sont prenables, bien sûr, sont à la portée de notre équipe nationale, mais tout en respectant les adversaires, notamment le Burkina Faso. Et vous vouliez me dire qu'il y avait un arbitre Oui. Nous avons également l'Algérie qui sera représentée par un arbitre international, c'est en l'occurrence M. Herbel, puisqu'il est présélectionné actuellement à Qatar pour participer à un regroupement, à un stage. Donc l'Algérie sera représentée par 2 fois, c'est-à-dire le football et l'arbitrage. Très bien. Alors on va fermer cette parenthèse consacrée au tirage au sort de cette Coupe du Monde, pour ouvrir une autre parenthèse un peu douloureuse, puisqu'elle nous rappelle cette amère réalité du football algérien et cet échec des 2 représentants algériens à la Champions League, en l'occurrence la JS Kabylie et l'USM Alger, sur des scores assez lourds quand même, Abdelnour. Oui, effectivement, bon, il fallait s'y attendre. Déjà, ils commençaient déjà un peu à piétiner lors des matchs précédents. Oui. La JSK avait très très peu de chances de se qualifier. Il fallait qu'ils battent d'abord le Vita Club chez eux. Vita Club qui n'est pas un foudre de guerre. Vita Club, oui, mais qui n'est pas un foudre de guerre. Mais quand on voit le score, on se demande ce qui s'est passé. Tout à fait. En première mi-temps, le score était 2-1. Bon, on s'est dit peut-être qu'ils vont peut-être tout faire pour essayer de gagner. Quand on voit les images du match, je ne les avais pas vues, mais quand on voit un 4-1, ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, ils encaissent 3 buts, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Donc bon. Malheureusement, c'est le niveau de la JSK et ils sortent. Bon, ils avaient accédé au comité. La JSK qui s'est séparé de son entraîneur. En plus de son entraîneur. C'est exact. Velud a quitté juste avant le match. Hichet est venu prendre l'intérim en attendant. C'est toujours difficile, surtout quand on joue un match retour de Coupe d'Afrique qui avait une importance capitale pour eux. Bon, maintenant, ils sortent par la petite porte parce qu'ils auraient peut-être perdu 2-1, personne n'aurait crié au scandale, mais la 4-1 pour la JSK, je crois que c'est un des plus gros scores
qu'ils aient perdu en Coupe d'Afrique depuis leur participation Oui, j'ai depuis des retrouvé années. que le plus lourd score... 4-0. 4-0, voilà. 4-0. C'est un des plus lourds. Face à l'Africa Sport, c'était en 93. Hein, donc il faut remonter très loin pour, Effectivement. pour une telle défaite. Maintenant, quant à l'USMA, je crois que l'USMA a fait le maximum, compte tenu un peu de tous les problèmes qu'ils sont en train de vivre depuis plus d'une année. Je crois que c'est déjà une performance de s'être qualifié à ce niveau-là. Bon, ils perdent. Bon, 3-0 également, c'est pas un score. Bon, ils auraient peut-être pu également perdre 1-0, peut-être 3-1. Bon. L'USMA a sauvé l'honneur. Mais c'est quand même malheureux pour le football algérien. Il nous reste aujourd'hui le Paradou qui va jouer en coupe de la CAF, de la Confédération. Et le Mouloudia qui a un match retour contre le Raja de Casablanca en Coupe arabe. Donc c'est pas... au niveau africain, actuellement, les clubs n'ont pas le niveau requis pour essayer de remporter des titres. Nadir, je ne sais pas si vous allez être d'accord, je le disais tout à l'heure, ce n'était pas une surprise. On s'attendait pratiquement à cette élimination depuis un moment. Et puis se séparer comme ça d'un entraîneur, pratiquement la veille d'un match comme celui contre le Vita Club, c'est un peu une gestion plus ou moins amateur. Hein. Je dirais Nous qui parlions du professionnalisme il y a de cela quelques jours. Tout à fait. Les résultats sont la conséquence de quelque chose, en quelque sorte. Il ne faut pas s'étonner des résultats d'aujourd'hui. D'abord, on est dans le sport, il y a la victoire, il y a la défaite, donc il faut accepter avec beaucoup de fair play. Seulement, il faut toujours diagnostiquer et faire un peu tirer les leçons de cette participation algérienne au niveau de la Champions League ou la Coupe de la Confédération. Oui. Maintenant, quand on revient un peu dans le passé, on voit le parcours de la JSK sur l'événement de la Champions League. C'est quand même une équipe qui a du vécu, qui a une référence en Afrique. Il suffit aujourd'hui de revenir à la maison et faire son propre bilan, et le bilan du championnat, pour essayer de trouver quels sont les mécanismes pour qu'on ait un championnat concurrentiel en mesure de produire de bons joueurs et de bonnes équipes, en mesure d'affronter les grandes les plus grosses cylindrées de l'Afrique. Comme on parlait des sélections, aujourd'hui même les équipes de clubs, le football a énormément évolué en Afrique. Il n'y a plus de petits clubs, il y a des clubs qui ont pris de la graine et qui sont concurrentiels. C'est vrai que particulièrement les pays de l'Afrique du Nord tirent leur épingle du jeu à chaque fois, que ce soit la Tunisie, l'Algérie ou l'Égypte, le Maroc. L'Égypte, le Maroc et la Libye, même s'ils ont quelques petits problèmes aujourd'hui. Je pense que les clubs algériens, ils ont les solutions. Il suffit aujourd'hui de s'asseoir et de tirer des enseignements de cette participation, parce que quand on voit les problèmes qu'a vécu l'USMA avant sa participation, donc à un certain moment, ça ne pardonne pas. L'échec vous attend au tournant. La JSK, pareil, parce que jusqu'alors, la JSK, il y a peu de temps, ils avaient juste une équipe jeune, dynamique, avec plein d'enthousiasme et de volonté. Je pense que c'est une très bonne expérience pour rebondir et revenir à la compétition africaine avec d'autres atouts. Tout à l'heure. Malheureusement, la JSK, si jamais on doit faire un constat, ils étaient engagés sur 3 fronts: la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Algérie et le championnat. Oui. Donc ils sont exclus, ils ont été éliminés en Coupe d'Algérie, ils viennent d'être éliminés en Coupe d'Afrique, il leur reste le championnat pour essayer de sauver cette saison. C'est vrai que là nous allons aborder la phase retour. Maintenant, ont-ils des moyens non seulement humains mais matériels? Je pense qu'ils les ont, pour essayer de remonter, parce qu'ils sont 4e au classement, et essayer de jouer le titre. Oui. Bon, malheureusement, ça va être très très dur pour eux. Maintenant, il faut attendre un peu les réactions de cette élimination pour pouvoir faire un bilan exhaustif de la situation dans laquelle est en train de vivre la JSK. Tout à l'heure, Karim parlait de communication. Moi, je pense que... Et nous l'avions dit plusieurs fois ici sur le plateau, quand on parlait notamment de la JSK, on avait dit qu'il fallait peut-être savoir communiquer avec les supporters, ne rien leur promettre, parce que pour moi, des équipes qui se plaignent déjà dans le championnat national, aller à la conquête d'une Champions League, je pense que c'était mettre la barre très haut. Alors que pour moi, se qualifier déjà à la phase des groupes était un exploit pour nos équipes, sachant la situation dans laquelle se trouve le football algérien. Et pour revenir à la composante humaine dont parlait
Abdelnour, est-ce que, Karim, comme ça, vous ne pensez pas qu'il y avait un problème de casting? La JSK ne s'est pas vraiment donné les moyens en termes d'effectifs pour aller essayer de faire un résultat meilleur que celui qu'elle a fait en Je reviens sur ce qu'il disait Nadir. Oui. Pour jouer une Coupe d'Afrique, il faut être armé. Oui. Déjà, il faut être armé au niveau des joueurs. Oui. Il faut avoir une certaine cohésion parce que jouer la Ligue des Champions du jour au lendemain, c'est impossible. D'où ma question. Oui. Même si vous ramenez les plus grands joueurs d'Afrique, vous les mettez aujourd'hui dans un club algérien, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir une cohésion d'équipe, il faut avoir plein de choses. Et après, il y a aussi le côté financier. Aujourd'hui, si vous regardez les plus grosses équipes africaines, c'est les équipes qui ont plus d'argent. Ouais. Et qui savent aussi mettre l'argent, comment le mettre. Il y a un service communication, il faut savoir parler aux gens et leur dire aussi... Il ne faut pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, il faut leur dire la vérité du club actuel. Oui, Nadir fait bien de dire savoir manager parce que nos clubs, à un certain moment, ont eu beaucoup d'argent et n'ont pas su faire bon usage et voilà le résultat. Donc, on va fermer cette parenthèse douloureuse pour parler du mercato d'hiver. Et notre ami Saïd Fellak nous a fait un sujet justement là-dessus. On regarde et on revient juste après. Le marché des transferts hivernales en Algérie a fermé ses portes mardi soir dernier et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci a été plutôt animé. Si lors de la première quinzaine du mois, c'était le calme plat, les choses ont bougé sensiblement au cours des derniers jours de ce mercato, jusqu'à nous faire oublier que nos clubs sont confrontés pour la majorité à une crise financière aiguë. Et les chiffres sont là pour témoigner des nombreux va-et-vient opérés par les 16 pensionnaires de l'élite. Pour ce qui est des arrivées, 35 joueurs ont rejoint leur nouvelle formation cet hiver. 9 clubs ont utilisé les 3 nouvelles licences autorisées par la LFP, alors que 2 d'entre eux n'ont pas du tout recruté, l'USM Belabès et l'USM Alger. Ce dernier enregistre toutefois le retour de près de son attaquant, Ilyas Yaïch, qui était honnête. Le MC Alger, la GS Saoura et l'entente de Sétif sont les seuls à avoir engagé qu'une seule recrue. A noter aussi que 8 joueurs étrangers ont choisi de venir s'exiler dans le championnat algérien, 4 de nationalité libyenne, un Ghanéen, un Tunisien et pour la première fois en Ligue 1, un Soudanais et un Ougandais. Au niveau des départs, le nombre demeure tout aussi affolant puisque 45 joueurs ont quitté leur équipe respective durant ce mercato d'hiver. Le CS Constantine est le club à avoir libéré le plus d'éléments, 8 au total, suivi du net avec 7 joueurs. 2 clubs seulement n'ont pas connu de départ, en l'occurrence l'AS Ain Melilla et le Paradou AC. On ne manquera pas d'évoquer l'exode une nouvelle fois de plusieurs pépites de notre championnat vers la Tunisie, à l'image des Tougaï, Zerdoum ou encore Hamia. Enfin, le club ayant le plus dépensé lors de ce marché des transferts est bizarrement le Paradou. Le club de Hidra, qui s'appuie généralement sur les jeunes joueurs de son académie, s'est permis une petite folie en engageant l'attaquant ougandais de Kampala City, Alan Okello, 19 ans, pour la somme de $200 000, soit près de 2,5 milliards de centimes. Un investissement de taille sur un joueur qui était convoité par pas mal de clubs européens. Voilà, alors un premier avis sur ce mercato hivernal. Il vient dans une situation très particulière. Mais bien sûr qu'il vient. On en avait parlé 2 ou 3 émissions avant. On s'était dit que c'était le mercato était inutile, puisque tous les clubs étaient endettés. Moi, je me demande comment se fait-il que 35 joueurs ont été recrutés, avec quelles finances, d'une part, et d'autre part, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des clubs qui recrutent 13, 14, voire même 15 joueurs en début de saison. Et puis là, pendant cette trêve hivernale, il y en a qui libèrent 8. Déjà, donc il y a quelque chose qui au niveau, non seulement au niveau du recrutement, d'abord, on ne recrute pas pour recruter. Moi, ce qui m'étonne justement dans ce championnat, c'est qu'il y a des équipes en début de saison, c'est affolant. Ils libèrent 14-15 joueurs, ils en ramènent 15-16. Comment voulez-vous avoir... Tout à l'heure, Karim avait parlé de cohésion. Et c'est vrai, on peut ramener les meilleurs joueurs qui existent en Afrique. Et si on n'arrive pas à travailler pendant au moins une saison ou 2 saisons pour essayer d'avoir une équipe compétitive à souhait, ça ne sert absolument à rien. Donc, on remet toujours cette chose en question. Le mercato, que ce soit le mercato d'hiver ou pendant l'été, c'est alarmant, c'est catastrophique comme situation. C'est pas pour calmer un peu les supporters quand ils sont un peu mécontents, on leur ramène de nouvelles têtes, histoire de dire... Je suis désolé, là, nous avons Nadir qui est directeur général d'une société. On ne recrute pas pour recruter, on recrute en fonction de nos besoins. Moi, quand je vois 16 joueurs qui arrivent dans une équipe, l'équipe qui existait avant, elle était où ?
Donc voilà, c'est un grosso modo, moi, c'est affolant comme... Oui. Nadir, pour vous, ça s'est passé comment ce mercato? D'abord, vous aviez perdu votre entraîneur, hein, puisque vous êtes séparé de Dumas. On s'est séparé de l'entraîneur Dumas. Bon, c'est à l'amiable, bien sûr. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. On avait en général, le mercato d'hiver, c'est pour les clubs, c'est l'occasion de corriger, disons, certaines erreurs. C'est pas le recrutement pour refaire une équipe. Oui. Tout à fait. Oui. En ce qui concerne le Ali Bourj-Bouarij, effectivement, on voulait affûter un peu l'attaque parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une efficacité devant les buts. Donc on a ramené le joueur Roumari et le Soudanais Abdelrahman pour essayer un peu d'améliorer l'animation du jeu au milieu offensif. Plus le jeune Dawadji qui est, disons, un investissement beaucoup plus pour nous, pour l'avenir. Il est jeune, il est pétri de qualité, donc on va venir de Saoura. Maintenant, la crise financière que vivent les clubs, je pense, en ce qui nous concerne, d'abord, il faut démystifier un peu cette histoire de financement, parce qu'il faut des finances. Si on veut parler de football professionnel, il faut des finances, et il faudrait qu'on arrête de galvauder cette histoire de il n'y a pas d'argent, il ne faut pas donner, il faut donner. Non, c'est un sport complet et complexe en même temps. Il faut qu'il y ait de l'investissement dans ce sport. Il faut qu'il y ait une manne financière. Maintenant, comment trouver les clés et les mécanismes de ce financement, le contrôle, l'utilisation, le management, ça c'est le dossier du professionnalisme qu'il faut discuter sereinement autour d'une table et trouver les solutions. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, le football, c'est le number one en termes de discipline qui capte l'attention des masses. Et à ce titre-là, il a besoin d'être accompagné dans son évolution. Aujourd'hui, c'est vrai, en ce qui concerne notre club, Ali Bourj-Bouarij, il traverse une crise financière difficile. On essaie un peu de trouver des solutions. D'abord, le président qui met de sa poche pour essayer un peu de donner vie au club, mais il y a des limites. À un certain moment, il y a des limites. Ça devient aussi le rôle et disons la responsabilité des autorités locales qui doivent en quelque sorte s'occuper de ce club, parce qu'il n'y a pas que le problème financier dans les clubs professionnels, il y a une masse de problèmes qu'il faut prendre en charge, que ce soit les infrastructures, que ce soit les équipements, que ce soit la vie en quelque sorte des clubs professionnels. Et je pense que aujourd'hui, il faut un débat sérieux sur les clubs professionnels. Très bien. Alors, puisque nous parlions du rôle du manager ou de l'agent des joueurs, moi je voudrais que vous me disiez comment vous avez pu pister justement ce joueur soudanais. C'est grâce à un agent? Tout à fait. C'est la première fois, je pense, qu'on recrute un joueur venant du Soudan, non? Tout à fait. D'abord, moi je dis personnellement que le football, c'est un monde très très vaste et complexe, où on ne parle pas seulement de footballeurs. On est plutôt inscrit dans ce qu'on appelle l'interprofession. Le football, c'est des métiers. L'agent de joueur, le manager, l'administratif, le secrétaire. Donc ça veut dire qu'on a besoin de tout cet environnement, on a besoin de tous ces métiers-là qui entourent le football pour pouvoir évoluer sur le football professionnel. Bien sûr que nous travaillons avec des agents de joueurs qui proposent des joueurs, qui proposent des entraîneurs, mais bien sûr, des joueurs qui ont le profil, qui s'inscrivent un peu dans la stratégie du club, ou des joueurs qui vont combler un vide que nous ressentons au niveau du club. Le jeune Soudanais, nous l'avions déjà observé, ils ont joué un match contre le Mouloudia d'Alger il y a quelque temps de cela. Il était sur les tablettes du Mouloudia d'Alger. Exactement, il était déjà sur un an et demi. Voilà, et donc on le pistait déjà, on le suivait à travers, bien sûr, pour voir comment sa carrière. Il a eu une blessure, bon, il s'est rétabli de ces deux, mais ça reste une valeur sûre. Non seulement sur le plan sportif, nous attendons de lui qu'il nous apporte le plus nécessaire en termes d'animation de jeu, mais en termes d'investissement aussi, c'est un capital. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai, dans le jargon populaire, on dit que les clubs sont déficitaires, les clubs n'ont pas d'argent, mais aujourd'hui, la problématique du capital des clubs, on n'en parle pas, parce que le dernier des clubs, si aujourd'hui l'histoire s'arrête et il revend ses joueurs, c'est des clubs riches.
C'est ça. Des clubs riches, entre guillemets. Oui, c'est ce qu'il dit, justement. Non. En termes de Ce que je voulais dire, En termes de capital. Non, justement, en termes de capital. Moi, quand je donne à un joueur 3 millions de dinars par mois, est-ce que sa revente va me ramener les 3 millions? Je vais le revendre à perte. C'est bien d'en parler parce que là, vous posez la problématique du marché. Justement, je voulais. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Justement, en parlant de marché. Mais moi, ce que je voulais dire, à travers ce que vient de dire Nadir, maintenant, quand un club fait sa politique, maintenant, qui détermine cette politique? La problématique est là. Est-ce le président? Est-ce le directeur général? Est-ce le manager général? Est-ce l'entraîneur de l'équipe? Or, quand on voit un peu tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, il y a peut-être trois entraîneurs qui n'ont pas bougé. Mais tout le reste des entraîneurs a été limogé ou changé. Donc comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une stabilité dans les clubs? Moi aujourd'hui, quand je vois un peu le mercato, il y a peut-être des entraîneurs qui sont arrivés, te disent moi ce joueur, j'en ai pas besoin. Le président est là, il obtempère, il fait ce que demande l'entraîneur. Demain, cet entraîneur part et un autre entraîneur qui revient. Donc, il n'y a pas une continuité dans le travail qui se fait. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, absolument. Voilà. Alors, on va revenir à un autre sujet, celui d'agents de joueurs et d'entraîneurs. On a à peine 8 joueurs étrangers qui viennent en Algérie. C'est un championnat qui n'est pas attractif. Je reviens. Karim, M. Kawa parlait de salaire. Oui. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Nadir. Oui. Pour moi, c'est un faux débat. Oui. Parce que si on veut, aujourd'hui, si les clubs algériens veulent des titres africains, entre guillemets, on est obligé d'avoir des gros salaires. Parce qu'un grand joueur aujourd'hui, ou un gros joueur, une grosse pointure, s'il n'y a pas le côté financier, il ne faut pas rêver, il ne viendra pas. Ah, il ne viendra pas. Faut pas rêver. Aujourd'hui, c'est comme ça. On ne va pas dire que c'est le poids qui fait qu'il vient ou qui ne vient pas, mais ça en fait partie. Oui. Il faut tenir compte de ça. Aujourd'hui, quand vous avez des joueurs qui partent, c'est quoi? C'est l'instabilité financière. Je suis désolé, mais pour moi, c'est l'instabilité financière. Surtout, oui. Parce que on parle souvent, on dit les joueurs, ils ne sont pas payés, ils sont payés, ils n'attendent pas leur argent. Mais derrière le joueur, il y a un homme. L'homme a besoin d'argent. Certes, le joueur n'a pas besoin d'argent. Aujourd'hui, un joueur, pour s'épanouir, a besoin de jouer au foot. Oui. Mais l'homme qui est derrière le joueur a besoin d'argent. C'est un métier. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est que ces joueurs ou ces entraîneurs ou ces dirigeants, c'est un métier. Si vous ne payez pas, ils ne peuvent pas jouer. Alors, vous parlez de métier. Moi, je veux connaître le métier, justement, du manager ou de l'agent de joueur ou d'entraîneur. On s'improvise comme ça, manager de joueurs. Il faut une formation. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que souvent, les joueurs qu'on connaît, même nos binationaux, leur manager, c'est soit leur papa, leur frère, leur cousin, leur pote. Qu'est-ce qui fait de nous un manager ou est-ce qu'on fait une formation? D'abord, il y a la passion. C'est comme le foot. Oui. Un entraîneur ou un joueur ne devient pas joueur parce que s'il n'a pas la passion, il n'y a pas. Après, certes, il faut avoir une formation, il faut surtout être armé derrière, c'est-à-dire avoir un conseil juridique. C'est très important. Chose que les clubs ici en Algérie craignent un peu, on va dire, entre guillemets, quand vous avez un conseil juridique, parce qu'ils ont peur des contrats. Quand on voit le cas Kazoni. Si Kazoni n'a pas de conseil juridique, la résiliation, elle a été vite faite. Oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur ou l'entraîneur, il faut le protéger. Avant tout, il faut le protéger. Et chose qu'on ne fait pas chez nous, parce que je ne comprends pas, parce que c'est votre produit. Donc si on ne le protège pas, c'est un peu délicat. Et après, il y a aussi l'histoire de faire les terrains. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des joueurs, surtout en Algérie. Parce que si on regarde le monde amateur, il y a du talent. Et des pépites. Il y a du talent. Alors, moi j'ai retrouvé quelque part, mais pour le manager, il faut des connaissances dans plusieurs domaines, le sport, le marketing, droit, gestion, fiscalité, relations publiques et même communication et la connaissance de langue étrangère. Les quelques managers que j'ai approchés, ça m'étonnerait qu'ils aient des connaissances dans tous ces domaines-là, parce que c'est juste que c'est le papa du joueur. Donc, pour que l'argent circule un peu au sein de la même famille, on choisit son papa ou son cousin ou son pote. Est-ce une démarche? Parce que moi, je connais pas mal de joueurs qui ont vu leur carrière brisée à cause d'un manager qui n'a pas su justement lui tracer un bon plan de carrière. C'est pour ça que je reviens encore une fois, il faut s'armer. Quand vous me parlez de juridique, vous me parlez de fiscalité, la fiscalité a des gens de fiscalité, le juridique a son côté juridique, et l'agent a son rôle d'agent. L'agent, il faut savoir qu'il ne fait que négocier un contrat. Il ne négocie pas tout seul.
Si vous n'avez pas votre avocat derrière et la fiscalité derrière, vous pouvez emmener à faire des erreurs parce qu'en face, vous avez des gens qui sont, voilà, qui ont peut-être un bac +5 ou un master en sport. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est qu'il faut s'armer. Il faut avoir un cabinet, entre guillemets, il faut être dans un cabinet. Très bien, alors on doit avancer dans l'émission. Et maintenant, il va falloir parler des matchs de mise à jour de Ligue 1. Jingle. Alors, le premier match que je vous propose, justement, c'est un résumé du match, le Paradou Athletic Club contre le CSC. Et vous allez voir que le Paradou s'est fait voler la victoire vers la fin du match. On regarde. السرعة القصوى رائعة من سيصل على هذه الكرة جميلة جميلة لمصلحة نادي بارادو غراب يصل عليها يوزعها غراب ماذا يقول حكم المباراة ركلة جزاء ضربة جزاء أعلن عنها حكم المباراة بوترعة ويبدو بأن عثماني في المكان المناسب يبدو بأنه لا يريد أن يقلق الكرة في جهة والحارس في جهة بوزوخ يسري يوقع الهدف الأول في حدود هذه الدقيقة 27 ولمصلحة نادي بارادو إلى غاية خطأ اللاعب جميل هذه الكرة والراسية موساوي تمدد لها وأبعدها حتى يحولها مثل ما حول الكثير من الكرات الثابتة من هذه الوضعية صعبة موساوي توفيق يوفق في إبعاد هذه الكرة إلى الركنية تماس يلعب كرة صعبة لمصلحة نادي بارادو يتوغل يروح يواصل يدخل يوزع الكرة من على خط المرمى موالي يا سلام يا سلام على حمزة موالي تسديدة قوية ردها عثماني وشباب قسنطينة يبحث يريد أن يعدل النتيجة يريد على الأقل عودة بنقطة التعادل وضعها عبيد عدل النتيجة حسين بن عيادة وزعها وعبيد وضعها في وقت كنا نقول بأنه يبحث عن التعادل حسين بن عيادة والسنفور ديما في سعادة أو بن عيادة من جديد يلعبها قصيرة هذه المرة مساوي التسديدة هذه المرحلة الأولى في المباراة ككل بين الفريقين لوجدنا نسبة الكرات الخاطئة ماذا ضيع البديل ميسياد لم يصطاد هذه الكرة جيدا هاي كرة صعبة 3 ضد 4 4 ضد 4 الآن وعثماني يريد يلعب إلى غاية الصافرة النهائية أكيد بأنه اخطفها الكرة وراح الثاني منها مقران البديل الثاني للشباب الشباب يعود في المباراة ويضيف الثاني في وقت قاتل وفي وقت حساس شاهدنا وكأنه يشم رائحة شيء ما وقلنا بأن المباراة هذه فيها هدف ثاني وقلنا بأن المباراة هذه سيفوز بها أحد الفريقين إما شباب قسنطينة أو نادي Abdelnour, c'est un problème d'expérience, je pense, parce que lorsque vous ratez autant d'occasions, lorsque vous faites une erreur comme celle du défenseur, c'est pour moi une erreur de débutant. Hein. Vous le payez cash face au CSC. Certes, bon, mis à part l'erreur, il y a eu deux mi-temps. Une première mi-temps qui était dominée par le Paradou, c'est certain. Une deuxième mi-temps qui était plus ou moins dominée par le CSC. Ce qu'il faut retenir, moi, c'est que je viens de découvrir un jeune gardien qui n'a pas tellement joué au CSC, c'est Asmani, d'ailleurs c'est le fils de l'ancien gardien de but international. J'ai été impressionné parce qu'il a fait quand même des arrêts exceptionnels et je crois que cette victoire-là, elle est un peu méritée par ce gardien de but. Hein, parce qu'il a quand même... Oui, absolument, tel père, tel fils. Asmani qu'on salue justement.
Bon, ça permet maintenant au CSC de grignoter 3 points. Bon, le Paradou maintenant se retrouve un peu... on était un peu confiants pour eux au début, puisqu'ils avaient 3-4 matchs de retard. On s'est dit que si jamais ils arrivaient à gagner les 4 matchs, ils se seraient retrouvés parmi les 3 premiers. Bon, maintenant, ils sont au milieu du tableau. Bon, mais je ne pense pas qu'ils vont être inquiétés par la relégation. Très bien. Monsieur Youbi, on a des cas d'arbitrage lors de cette rencontre, non? Oui, nous avons 2 cas d'arbitrage. Le premier cas d'arbitrage, c'est le pénalty que monsieur l'arbitre Boutra, un jeune arbitre, qui a dirigé cette partie. Nous avons sifflé un pénalty alors que, bon, ce n'est pas ici, donc, oui, c'est là. Donc, voilà, la main, elle est dans une position naturelle, elle est collée au corps, il n'y a pas de mouvement additionnel, il n'y a pas d'agrandissement de corps. Donc, on siffle un pénalty, ou bien une faute à l'intérieur de la surface de réparation quand il s'agit d'une main, quand la main est décollée de corps, quand il y a un mouvement additionnel. Dans ce cas-là, la main est dans une position naturelle, donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pénalty. Pour l'autre cas, je pense que c'est un hors-jeu qui a été... Oui, c'était un hors-jeu, alors que c'est l'attaquant du CSC, donc il n'y avait pas d'hors-jeu, alors que le premier arbitre assistant... On le voit à l'image, justement. Oui, là, il n'y a pas d'hors-jeu. Voilà l'arbitre assistant, c'est le deuxième arbitre assistant, il a signalé, il a levé son drapeau, alors voilà, alors que le joueur, voilà. Oui, on le revoit. On le voit, au départ du ballon, il n'est pas d'hors-jeu, donc il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas de position d'hors-jeu. C'est un but valable, alors que l'arbitre assistant a levé son drapeau et l'arbitre principal a bien sûr sifflé l'hors-jeu alors qu'il n'y est pas. Heureusement pour le CSC qu'ils ont remporté le match. Voilà, donc on va aller très vite. L'autre match qui s'est joué cette semaine, c'est bien sûr le match qui a opposé l'ASO Chlef à l'USM Alger. On regarde. يا سلام بعيدة محيوس في أول محاولة تسديد تلعب الكرة من بالعمران قيبوع من هناك محاولة توسع الكرة الدفاع الأسبقية يحاول قيبوع من جديد هناك خطأ يقول أعلم كرة ثابتة وخطأ لأولمبي شلب بعد تدخل من الدفاع خميسية ارتكب الخطأ لمصلحة أولمبي شلف من مسافة 20 متر تقريبا دفاعي كرة لأولمبي شلف محاولة تسديدة بعيدة وصول لاعب دفاع يتفوق من جديد بالرأس هناك خطأ يقول الحكم الاتحاد الجزائري بعد تدخل من القائد كما نشاهد الاستحواذ على الكرة من جانب الاتحاد والتبادل والبحث عن الثغرات وعن الهجوم المتحرك ملعوبة بالراس جانبية ركنية يقول الحكم تدخل من دفاع أوكال هو الذي ضرب هذه الكرة الكرة ملعوبة داخل العمليات بالراس يا سلام جانبية كرة ثابتة صعبة على دفاع اتحاد الجزائر محاولة ولكن تنتهي إلى 5 أمتار و50 سنشاهد بالعرض البطيء جهل يلعب كرة مقوسة كما ينبغي البحث عن الرؤوس من جديد تغطية دفاعية من أعراض توصل الكرة لكودري زواري مقروءة كما ينبغي بن قبلية أو جاهل بالخطأ جاهل خروج غير موفق بيسرى يا سلام صعدوا لنا مرتين ما زالت صعبة النافية رائع مرفوع هناك وضعية تسلل في كرة صعبة وخطيرة على دفاع أولمبي شلف. Abdelnour, c'est un nul équitable pour vous? Nul équitable, oui, quand on voit un peu le Chlef qui, depuis le début de saison, est pratiquement la meilleure défense du championnat. Bon, mais ils ont un gros problème d'efficacité devant. Et ils n'arrivent toujours pas à résoudre. Ils ne gagnent pas leur match. Et quand ils gagnent par le plus petit score, 1-0, 1-0. Bon, pour moi, c'est un bon point pour l'USMA, absolument. Donc, l'USMA, se replace. Il ne faut pas oublier que l'USMA se replace. Oui. Chlef est toujours au niveau du bas du tableau. Ils vont avoir également beaucoup de difficultés à s'accrocher. Bon, heureusement qu'il y en a que 2 qui descendent cette année. Maintenant, attendons pour voir.
L'autre match qui s'est joué justement cette semaine aussi, un match de mise à jour, c'est celui qui a opposé la JSK au MCO. C'est un match qui s'est joué à huis clos, donc nous n'avons malheureusement pas les images. Et la JSK a fini par l'emporter 1-0, un tout petit but à 0. Ah bah, ça reste quand même 3 points. Un tout petit but, c'est 3 points. Hein, c'est 3 points et ça, permet à la JSK de se replacer. Ils se retrouvent 3e. Ils sont à 7 points du premier. Je pense que maintenant, ils n'ont plus que ça, puisqu'ils sont éliminés de la Coupe d'Algérie, ils sont éliminés de la Coupe d'Afrique. Bon, ils vont se consacrer au championnat, mais est-ce qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour essayer de jouer le titre? On en avait parlé tout à l'heure. Oui. Alors, M. Bouzenat, justement, je voulais revenir au Cap Borj Barerij et tous les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 d'une manière générale, lorsqu'on vit comme ça une trêve hivernale assez longue, ça n'a pas d'incidence justement sur le rythme? Si, ça. C'est vrai qu'on essaie généralement de voir le côté positif de la chose. On se dit on va récupérer les blessés, on fait un stage, mais en fait, sur le plan sportif, là, vous redémarrez sur une nouvelle saison. Carrément, sans compter les répercussions financières, il faut refaire un stage, faire des recrutements. On aurait aimé que ce soit plus court, une dizaine de jours, une douzaine de jours, ça aurait suffi largement et ça nous permet d'avoir un calendrier plus stable, un calendrier plus régulier. Ces matchs retard aussi qui se cumulent sur toute une phase. D'abord, ça touche un peu indirectement l'intégrité du championnat parce qu'on termine la phase, nous, et il reste encore 10 matchs. On ne sait pas qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Donc ça fausse les calculs. Bon, c'est vrai que ça agit négativement sur le... Il y a quelques temps de cela, quelques années, il y a eu même des spécialistes qui sont prononcés un peu sur le mercato. Ils avaient dit qu'une dizaine, une douzaine de jours suffisaient largement pour faire le mercato, pour faire la trêve. Justement. Et c'est justement l'un des problèmes dont souffrent les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ce problème de programmation justement, notamment pour la Ligue 1. Alors, on va passer justement à la Ligue 2, juste le temps d'un jingle et on revient. Alors, nous avons un seul match justement à vous proposer en image ce soir et c'est celui qui a opposé, c'est un match à l'affiche, puisqu'il a opposé le dernier du classement au premier, en l'occurrence l'USM El Harrach à l'OM Médéa, et c'est un match qui a été suivi pour nous par notre ami Saïd Fellak. On regarde. Le choc des extrêmes de cette première journée de la phase retour de Ligue 2 a opposé samedi après-midi au stade du 1er novembre de Mohamedia, l'USM El Harrach à l'Olympique Médéa. Les jaunes et noirs, bon dernier au classement avec 11 points en compteur, se devaient de l'emporter pour maintenir leur chance de maintien. Et les locaux ont été les premiers à se montrer dangereux par l'intermédiaire de Hussein Harrouch qui d'un tir lointain à la 16e minute a obligé le gardien Alaoui à sortir le cuir en corner. La riposte de l'Olympique de Médéa n'a pas tardé à venir puisque 9 minutes plus tard, Kmour, sur un corner et d'une belle tête, a failli ouvrir la marque. Les visiteurs se sont montrés dangereux une nouvelle fois à la 36e minute de jeu lorsque Khelfallah s'est retrouvé seul face à Mounissi, mais sans qu'il ne réussisse pour autant à le prendre à défaut. C'est donc sur ce score de 0-0 que l'arbitre Ben Yahya a mis fin au débat de cette première période. Au retour des vestiaires, l'OM parviendra dès la 53e minute de jeu à ouvrir le score. Sur un corner bien botté par Medden, Hachem profite de la sortie hasardeuse du gardien Harrachi pour mettre le ballon dans les filets. 2 minutes plus tard, l'USM El Harrach se rue à l'attaque et tente d'obtenir un pénalty que l'arbitre Ben Yahya ne sifflera pas. Une décision fortement contestée par les coéquipiers de Faisal Abdel. À la 65e minute de jeu, Médéa aurait pu tuer le match après une contre-attaque rondement menée, mais Khelfallah s'est heurté à l'excellente sortie cette fois-ci du gardien Mouissi. Face à la stérilité offensive de son équipe, l'entraîneur Ahmed Slimani décide d'incorporer à la 69e minute le jeune Boukabdour qui, 1 minute à peine après son entrée, réussira à obtenir le pénalty. Un pénalty qui sera parfaitement transformé par Ben Ayesh. Harrouch aurait pu même donner la victoire aux siens, mais son coup de tête n'inquiétera pas le portier Alaoui. Le match se termine sur ce score d'un but partout.
Un résultat qui ne fait assurément pas les affaires de l'USM Al-Harrach, qui reste lanterne rouge au classement. Bon, pour le match, on n'était pas surtout sur le plan technique, on était out parce que c'est pas notre habitude de jouer comme ça. Donc ça a dû au manque de préparation de la phase retour, beaucoup d'absence. Donc on n'arrive pas à suivre le rythme, surtout en deuxième temps. Malgré ça, on a eu l'occasion d'ouvrir le score et on a eu beaucoup d'occasions pour scorer, pour ajouter le deuxième but pour tuer le match. Malheureusement, c'est pas fait. Donc on a encaissé un but sur un penalty. Donc il faut satisfaire le résultat match nul. Oui, le match a été disputé entre le premier et le dernier. On a fourni une très bonne deuxième mi-temps. En premier mi-temps, le match était fermé. Il était beaucoup plus tactique. Je pense qu'on s'est donné à fond. En face, c'est une équipe très expérimentée qui est en confiance. Je pense que si on a égalisé, on aurait pu ajouter un deuxième but. On aurait pu, mais ça ne s'est pas fait. Harrach reste lanterne rouge. Abdelnour, cette journée, cette journée a été profitable. Cette reprise du plus championnat. été profitable pour le Wad de Tlemcen qui étrit la JSMB 4-0. JSMB qui souffre cette année. Absolument, qui est pratiquement relégable. Hein. S'il continue comme ça, je ne vois pas comment il pourrait sortir de ces problèmes. Il profite du match nul de Médéa à Al-Harrach. Et Al-Harrach également, et se retrouve également dans une situation très très délicate. Très délicate. Maintenant, il y a Relizane, il y a un peu l'Arba'a. Moi, je pensais qu'au début, parce qu'après les 9-10 matchs du début du championnat de D2, il y avait 4 équipes qui commençaient à se dégager. Maintenant, les taux se resserrent, puisqu'il y a à peine 9 points de différence entre le premier et le 6e. Ça va être vraiment des matchs retour très très difficiles. Ils vont être très disputés, parce que être dans les 4 premiers, ça signifie accession en division 1. Donc ça va être très intéressant à suivre. Très intéressant à suivre, comme les actions qui ont fait un peu polémique lors de ce match, et que M. Youbi, j'ai envie de dire, parce que c'est pas évident. C'est un match qui n'a pas été télévisé, donc on n'a pas de répétition à vous proposer. Mais donc, on se met un peu dans la peau de l'arbitre. Hein. C'est pas évident des fois d'arbitrer parce que ça se joue en secondes, sinon en fraction de seconde. Alors, pour les actions de l'USM Al-Harrach. Oui, la rencontre a été arbitrée par un jeune arbitre, en l'occurrence M. Benihia. C'est un jeune arbitre qui monte et il monte de belles prestations. C'est là, il n'y a rien. Si donc il n'y a rien, voilà, c'est la répétition bien sûr. Ouais. Donc la décision est sage et juste. Et la deuxième, il y avait pénalty ou pas? Oui, il est très près de l'action, il est proche de l'action. C'est vrai donc il a vu la faute. Oui, il était très proche. Oui, il y a une faute, bien sûr. Il y a une faute, il y a un penalty. Ouais, et les joueurs il y a une faute, il y a un penalty. L'arbitre a raison. Et les joueurs de Médéa n'ont pas contesté, bien sûr. N'ont pas contesté. Donc il y avait faute, et l'arbitre a raison, il a sifflé la faute. Et nous avons vu les conditions dans lesquelles opèrent les arbitres. Et vous dites aux arbitres de rester concentrés pendant toute la partie. Ouais. C'est vraiment c'est malheureux. Hein. Et vous êtes là justement pour défendre leur cause. Mais je suis là, je défends la neutralité. Celui qui a raison, il a raison. Celui qui n'a pas raison, il a tort. Non, nous parlions de l'environnement dans lequel justement travaillaient nos arbitres. Presque au niveau de tous les stades. Oui. Parce qu'il y a toujours les pressions, surtout les matchs de l'accession et du maintien. Ça a été toujours là où il y a beaucoup d'enjeux. Merci, M. Youbi. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui. On va se séparer. On va laisser la place à Mademoiselle Sarah. Oui, à Sarah Derbel qui va nous rejoindre juste après les résultats et classements. Oui.
Voilà. Sarah, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir tout le monde. Alors, vous nous proposez quoi ce soir? Du foot féminin, bien sûr, et info des Verts. Très bien. Ouais. Alors, on va commencer par le foot féminin. Par le foot féminin, donc l'effet marquant de la 15e journée du championnat féminin. Donc, on commence par le GF Raub qui s'impose face au FC Constantine et s'empare de la première place au classement. Un match nul entre le 2e et le 3e du classement. Donc on va dire que l'équipe de la Sûreté nationale n'arrive pas à s'imposer face à l'équipe de Relisen cette saison puisqu'elle a perdu lors du match aller et a fait un match nul lors du match retour. Et la défaite de l'ASE Alger Centre face au CF Akbo. Le club algérois n'arrive pas à s'imposer aussi face au CF Akbo. Et s'est incliné lors du match aller et également lors du match retour. Donc, on va parler de ce club, le CFA Akbo. Donc, on a constaté que c'était plus qu'un club, c'est presque une famille. Une seule chose au sein de ce club, c'est la discipline. Donc, on vous laisse regarder ce gros plan réalisé pour le CFA Akbo. Notre club a été créé le 8 mars 2010. Ça coïncide avec la journée internationale de la femme. Depuis à ce jour, on est toujours avec le club. Notre but, c'est la formation. On a des dirigeants qui sont dévoués pour ce sport, pour ce club, bien sûr. On manque de rien, ils sont là à l'écoute de nos attentes, de tout ce qu'on a besoin comme ça. Les filles, bien sûr, c'est des filles qui sont issues du système scolaire beaucoup plus, donc c'est l'éducation avant tout. Le sport qui vient en deuxième position. Nos dirigeants, ils insistent sur ça, sur la discipline. Dans notre groupe, une fille qui manque de discipline n'a pas sa place chez nous. Bon, personnellement, j'ai commencé le football la saison 2014-2015 au sein du CF Akbo. Comme vous savez, l'équipe d'Akbo, c'est un club formateur. La majorité des joueuses sont formées au sein du club. Et la plupart des joueuses ont presque 10 ans. Les résultats ne sont pas venus comme ça, c'est la discipline. Et ensuite, c'est pour surtout les petites catégories, sur les études des filles, c'est notre premier objectif. D'ailleurs, on a 5 Coupes d'Algérie et un championnat national. Et 5 autres titres régionaux. C'est une équipe jeune qui travaille, ils ont des individualités ملاح. Mais راهم كيما يقولوا parmi les meilleures équipes اللي في l'Algérie et ils courent toujours derrière le titre. Bien qu'on ait un jeune club, parce qu'on met Alger Centre, les Innes ou les équipes de Béjaïa, ils ont été créés bien avant nous. Mais par le travail, l'assiduité aux entraînements et surtout le dévouement des dirigeants, bien on est arrivé à ça. Oh, Inch'Allah, on va continuer comme ça. تحسي روحك كي شغل فاميليا ديالك ما يحسبوكش غير مالغري تجي من بلاصه ما باليش تجي تلعبي تما مي تحسي روحك راكي في داركم راكي مع فاميليا ديالكم. Le CFA Akbo, c'est une famille. Pour moi, c'est ma deuxième famille. Voilà, alors c'est bien comme ça de zoomer sur certains clubs du foot féminin. Surtout qu'on n'a pas trop l'occasion de se déplacer pour voir ces clubs. Je sais pas, j'ai une proposition à vous faire, Sarah Derbel. Je ne sais pas si c'est une proposition que vous allez prendre plutôt bien, parce qu'elle va vous faire du boulot. Mais on a tous remarqué que
dans la wilaya de Béjaïa, le sport féminin, d'une manière générale, est très très répandu. Donc ce serait bien de s'intéresser qu'est-ce qui fait que ce sport soit répandu dans la wilaya de Béjaïa par ailleurs. En tout cas, on a l'intention de faire. Hein. Ah bon? Bien sûr. Eh bien, tant mieux. Et on attendra. Eh bien, on va demander une question à M. Karim. Ouais. Le transfert concernant les filles, foot féminin, vous vous intéressez à ça ou pas? Franchement, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est parce que c'est des cultures. En Algérie, c'est un peu délicat, on n'a pas la culture du foot féminin. En fait, il faudrait que ça soit un championnat professionnel pour que vous puissiez vous intéresser. Exactement, parce qu'en Europe, ça existe. Hein. Oui. En Europe, il y a des transferts et des très bons transferts. Partout dans le monde. Hein. Quand vous voyez le PSG et l'Olympique lyonnais, c'est les meilleures équipes en France. Tout à fait. Et même en Europe. Lyon sont arrivés à des finales de Ligue des Champions et je crois, si je n'ai pas connu, ils l'ont remporté. Il faut souligner, c'est vrai que le football féminin est méconnu parce que je pense qu'il y a un problème de culture. Mais, il y a des pôles de développement très très intéressants, notamment quand on parle tout à l'heure de Arbo, il ne faut pas oublier Rélizel aussi, il y a Rélizel qui est une école, le FC Constantius c'est une école aussi, et effectivement je pense que passer au cap professionnel, ce ne serait pas une mauvaise chose pour le football féminin. Moi je vais être un peu masochiste. Mais réglons d'abord le problème masculin pour ensuite. Parce que c'est vrai, ça aussi. Non, mais c'est vrai que le football féminin commence à prendre beaucoup plus d'importance dans beaucoup de pays. C'est un football qui est émergent chez nous, mais qui malheureusement, nous avons suffisamment de problèmes à régler avec le football national pour pouvoir encore envenimer les choses avec le football féminin. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, notamment pour l'épanouissement de nos filles. Eh bien, Halim, on continue avec la suite des résultats et le classement général. On regarde. Oui. Voilà, donc on finit avec le foot féminin. On va entamer les joueurs internationaux. Donc on va commencer par les buteurs. Derflo qui a été prêté la semaine dernière par son club néerlandais, le Vitesse Arnhem, au club néerlandais, le VV Venelo. Donc Derflo a inscrit son premier but hier face son premier but en championnat. Et à 8 minutes de la fin, donc c'est son premier but, son deuxième match, et a inscrit un but hier soir. Donc on va continuer avec Delors. Donc Delors, donc Montpellier s'est imposé hier face à Dijon sur un score de difficilement, 2 buts à 1, et Dijon qui a évolué à 10 joueurs pendant très longtemps pourtant. Hein. Exactement, donc Delors a pu inscrire son 8e but de la saison. Donc l'Algérien totalise 22 buts depuis l'entame de la saison dernière. Seul Mbappé avec 42 buts et Neymar 26 buts en fait mieux en Ligue 1. Voilà. Très bien. Pour ce qui est de l'or, on termine avec Bentaleb. Donc Bentaleb qui quitte son club allemand, le Schalke 04, pour une nouvelle aventure et à la recherche de temps de jeu. Ouais, il était temps, hein, parce que ça fait un moment qu'il n'a plus joué avec Schalke 04. Exactement, donc il a été prêté à Newcastle pour 6 mois avec option d'achat. Voilà, donc il a déjà joué un premier match face à l'équipe d'Oxford et a réalisé un match correct de l'avis de son entraîneur. Et voilà, terminé pour aujourd'hui, Halim. Très bien. Alors, on va peut-être finir cette émission d'abord avec M. Bouznad. Monsieur Bouznad, la Coupe d'Algérie, hein, vous êtes qualifié en 8e de finale, c'est bien ça? C'est un objectif pour vous? La Coupe d'Algérie, c'est jamais un objectif pour un club, c'est, comme on dit... Oui, mais est-ce que vous avez pris goût, hein, parce qu'on arrive au 8e finale? Bien sûr, bien sûr, c'est une belle compétition. Les clubs veulent bien aller le plus loin possible, d'autant plus que l'Ali Bouchbari a disons, un goût particulier par rapport à une finale en 2009, si ma connaissance est bonne, en 2009 avec le Shabab Belouizdad. Donc, c'est un souhait des supporters. Sinon, pour le championnat, vos objectifs? Pour le championnat, rien n'y joué encore. Je pense qu'on a nos chances de rester dans le peloton de tête.
Notre objectif, c'est d'être dans le podium ou du moins dans les 4 premières places. Rien n'est joué. Nous avons renforcé l'équipe au mercato et nous espérons faire un pas positif lors de la phase retour. Très bien. Karim, pour revenir au métier d'agent de joueur et d'entraîneur, qu'est-ce qu'il faut pour la promotion de ce métier, hein, puisque c'est un métier à part entière, et que faut-il faire pour le réglementer? Parce que là, on a l'impression qu'on fait tout et n'importe quoi chez nous par rapport à cela. Je pense qu'il faut d'abord, encore une fois, communiquer. Oui. Il faut que la fédération prenne les choses en main, de communiquer au sujet de ce métier, mettre des règles, des formations, et inviter les gens qui veulent devenir agents et de les mettre autour d'une table et discuter sur le métier. De vous à moi, c'est beaucoup d'argent lorsqu'on est agent de joueur, parce que je suis tenté. C'est moins qu'un joueur et un entraîneur. Ah, moins qu'un joueur et un entraîneur. Moins qu'un joueur et un entraîneur. Ça dépend du nombre de joueurs aussi. Ça dépend du nombre, mais si vous voulez travailler dans la durée, il ne faut pas travailler avec beaucoup de joueurs ou beaucoup d'entraîneurs, parce qu'après vous avez plus la tête à ça. Il faut savoir gérer également. Il faut savoir gérer. Vous restez optimiste par rapport à l'avenir de ce métier? Bien sûr. Ouais, très bien. Alors, pour finir, un mot, M. Bouzenet. Avant, je voudrais juste une petite précision sur les managers, parce qu'en fait, aux yeux des règlements de la FIFA, on appelle ça intermédiaire. Et en fait, il y a des intermédiaires qui sont agréés par la fédération nationale d'abord et internationale. Et les joueurs devraient justement aller vers ces intermédiaires qui ont d'abord une connaissance des règlements, comme le disait Karim, qui ont des conseils juridiques, qui ont des conseils fiscaux pour justement se protéger. Et généralement, ces intermédiaires peuvent accompagner le joueur dans sa carrière. Ouais. Bon, pour terminer d'abord, je reviens à notre club, Ali Bojbori. Je dis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus un message qu'on lance aux autorités pour que le club garde sa stabilité dans un moment de turbulence particulière en ce moment. On souhaite que les autorités regardent ce club d'une manière positive et qu'on ait une bouffée d'oxygène pour relancer un peu la machine et aller aux objectifs sportifs. Inch'Allah. Karim, pour conclure. Merci. Merci d'avoir invité. Non, mais ça vous a fait quand même plaisir qu'on s'intéresse un peu à ce métier, parce que ça a été... rarement on évoque... C'est un métier en Algérie qui est beaucoup dénigré. On parle beaucoup, on parle que de ça. Ouais. En fait, parfois, c'est malheureux ce que je veux dire, mais certains clubs, leurs défaites les cachent sur nous. Ouais. C'est l'agent, c'est ceci, c'est cela. Ouais, alors que nous, on est juste, comme disait Nadir, des intermédiaires. On n'est pas les acteurs majeurs du football. Très bien. Et grâce à vous, on a pu quand même parler un peu de ce métier qui reste plus ou moins méconnu chez nous. Donc, merci beaucoup, Karim Fortas, d'être venu ce soir. C'est moi qui merci à vous, Nadir Bouzenet. Vous êtes toujours les bienvenus ici à Canal Foot et à Canal Algérie d'une manière générale. Merci, Sarah, avec cette petite bouffée d'oxygène et ce foot féminin. Et puis, merci à notre ami Abdelnour Kawa. Et pour terminer, merci à nos amis techniciens du Studio 2. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salam.